Burt, certains connaissent pas. Alors, Burt Goldman, il a été élève de José Silva. Il a été hypnotiste. Lee, qui enseigne hypnovision. Hypnovision, c'est la vision de Burt de l'hypnose. Donc, hypnovision, ça a été créé par Burt Goldman. Burt, il a créé un programme qui s'appelle American Monk. Et après, il en a créé un autre qui était Quantum Jumping. Très, très simple. Et Supermind, il a créé tellement de choses. Exactement. C'est extraordinaire, oui. Ouais, alors vous pouvez les retrouver sur son site, ou c'est en anglais par contre. Hein. Mais ce qui est assez marrant, c'est que si vous écoutez American Monk, même d'ailleurs Quantum Jumping, et alors Supermind, la même chose, c'est du Silva. C'est hyper marrant. Il fait à toutes ses sessions, c'est du Silva. Parfois, il a juste changé, à la place de faire 3-1, il utilise ce qu'il appelle baga, c'est-à-dire mettre la langue au sommet exactement au niveau du palais. Mais sinon, on retrouve exactement les mêmes concepts, la même manière de descendre en alpha, pas descendre, entrer en alpha, les mêmes principes. C'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Je pense qu'on en parlera un peu plus un moment avec Lee. Une fois qu'on aura fini la série sur l'ouvrage et qu'on aura fait 2-3 interviews, on vous parlera de Burt parce que je pense qu'il a un vrai travail intéressant. Je pourrais même vous décomposer un peu le travail qu'il a fait de ce que moi j'ai pu étudier. Et c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Je trouve que c'est une suite, un complément, pas une suite, un complément du boulot de José Silva qui est vraiment pertinent et qui garde exactement le même état d'esprit, bienveillant, s'ouvrir, être connecté à des choses, faire confiance à son intuition, mettre en action des choses et toujours vers le concret, toujours en se donnant des phrases positives. D'ailleurs, il reprend quasiment les phrases de Silva. C'est vraiment quelqu'un. Moi, j'ai eu la chance, grâce à Lee, de le rencontrer en 2017 aux US. Là, il est parti maintenant il y a 2 ans. Mais c'était vraiment super sympa. Il nous donnait cours à 90 ans, pour vous donner un peu l'idée du bonhomme. 90 ans, je propose un soir à Ali et à Burt s'ils veulent aller faire de l'hypnose de rue à Temecula. Et l'ancien, il me dit quand même, bah ouais, moi ça me dit bien. Bon, à la fin du cours, il était fatigué, donc il a préféré rentrer. Mais il disait ça comme un gamin de 20 ans, dire, bah j'ai jamais fait, je veux bien en faire. Ça vous donne un peu l'idée du personnage à 90 ans qui dit, bah moi je suis prêt à aller faire. En plus, il était hyper grand. Je suis prêt à aller faire de l'hypnose de rue avec les gamins là, juste pour rigoler parce que j'en ai jamais fait avant. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'ai trouvé assez génial. Toi, tu le connaissais bien, Burt. Hein. Oui. C'était vraiment mon mentor. Ouais. C'est lui qui m'a appris hypnose, c'est lui qui a appris plein de choses et beaucoup de choses que j'enseigne aujourd'hui, surtout les trucs rapides, parce que lui, il avait le don de pouvoir prendre quelque chose hyper compliqué et le simplifier pour qu'on pourrait apprendre en 3 minutes quelque chose de compliqué. Et voilà, je l'admirais beaucoup. Ouais, il était génial. Et c'était marrant de voir Lee d'ailleurs, quand il y avait Burt qui parlait. Donc moi, il y avait Michael à côté de moi et Michael me disait tout le temps, regarde Lee, on croirait une enfant. Dès qu'il y a Burt qui parle, elle a les yeux comme ça. C'était super mignon parce que Michael était encore en train de rigoler de Lee. Lee, elle était en mode première de la classe, genre faut pas me déranger, je suis en train de suivre le cours de Burt. Et il y avait Michael qui était en train de l'embêter, en train de me parler en même temps, quoi. C'était une ambiance qui était super sympa et c'était joli à voir parce qu'effectivement on sentait que c'était ton mentor et quelqu'un qui était hyper important pour toi. Et effectivement, je trouve que pour un jeune hypnotiste, ce qu'enseigne Burt, c'est parfois ça manque d'explication. Genre, il dit, bah, tu fais ça, et c'est fini. Et effectivement, il faisait une démo, il faisait ça marchait. Sauf que derrière, il y a tout un travail de rupture de pattern, suggestion non verbale. Il faisait plein de choses, sauf qu'il n'expliquait pas. Et vu qu'il avait 90 ans, il avait autre chose à faire que nous expliquer ça, tu vois. Il disait, bon, il suffit de faire ça, allez, vous allez le faire maintenant. Et tout le monde dit, mais c'est incroyable. Alors que derrière, c'était hyper travaillé. C'était quelqu'un qui était très fin dans sa manière de bosser. Et on le voit notamment dans tout le boulot qu'il a proposé. D'ailleurs, il avait quel lien avec José ? Avec José Silva, il avait quel lien ? Il s'entendait bien, c'était comment ? Tout simplement, il était un de ses premiers instructeurs. Bon, pas tous au premier. Et
ils venaient régulièrement à la Redo, donc ils dînaient ensemble des fois. Oui, c'était de très bons amis. D'accord. Ok. Cool. On continue sur le miroir mental. Ça, je trouve que c'est un élément que moi j'aime beaucoup et qui est beaucoup utilisé. Alors, ça a été intéressant. La première fois que on m'en avait parlé, donc c'était au téléphone où c'était le moment où je me disais, mais c'est incroyable, la méthode Silva, ça reprend plein de concepts de PNL et de trucs, sauf qu'on a vu que c'était fait quand même 20 ans plus tôt. Et donc, bien sûr, les concepts sont les mêmes, ont été repris de psychothérapie en génération, mais j'ai trouvé que justement le miroir a quelque chose d'intéressant pour tout ce qui est le concept de submodalité. Donc, souvenez-vous, en PNL, on estime que quand il y a une problématique, le plus classique qu'on connaît, c'est mettre sur un écran de cinéma, et puis après, on va travailler les modalités, c'est-à-dire la couleur, c'est-à-dire la taille, la voix, la forme, et on va modifier pour que ce soit plus acceptable psycho-émotionnellement parlant, et qu'on puisse absorber et passer à autre chose quand on a eu des traumatismes, des problématiques ou des mal-être ou des malaises par rapport à quelque chose. Et je trouve que le miroir mental, il est intéressant dans sa structure. Il y a une structure où on utilise 2 miroirs en réalité, qui va nous permettre de projeter ce qui ne va pas. Ouais, vas-y, je t'écoute. Un seul miroir, mais en 2 positions et 2 couleurs. Hein? Ça, c'est important, hein, parce que sinon, on peut penser que le problème existe dans un premier miroir qu'on a essayé de laisser derrière nous. Donc, c'est transformé. Donc, le problème n'existe plus. Pardon, mais moi, j'ai toujours trouvé ça hyper important et vraiment génial qu'il n'y a pas 2 miroirs, il n'y a qu'un seul et c'est transformé. Pardon, je t'ai interrompu. Non, mais tu as raison. Moi, quand je vois 2 miroirs, c'est deux éléments qu'on va faire. Mais effectivement, il y a cette notion qui est intéressante. Donc, et c'est par rapport à une couleur. Alors, il y a une question que je me posais. Je sais que tu m'avais déjà répondu il y a longtemps, mais je t'avoue, je ne me souvenais plus la réponse. Moi, donc, le premier miroir, il est en encadrement bleu. Pourquoi il n'a pas été en encadrement noir? Il était noir. Ouais, alors. Dans le premier cours, l'encadrement du miroir était noir. C'était le miroir noir pour le problème. Et vraie histoire. Et ça montre à quel point José était pragmatique et ouverte. Il donnait le cours à un groupe de basketballeurs noirs, qui étaient polis, qui n'ont rien dit, mais pendant la pause, apparemment, le chef de l'équipe est venu à José pour dire, mais Monsieur Silva, quand même, pourquoi c'est toujours noir qui représente ce qui est mauvais et négatif? Et José lui a dit, tu as absolument raison, on va changer la couleur. On va faire bleu, mais profond, si tu veux, et parce qu'il n'y a personne de couleur de peau bleue qui va être foncé. Et voilà, donc il a changé comme ça. Génial. Mais ça pourrait être gris, noir, marron, n'importe, mais une couleur plutôt sombre et pas une couleur justement vivante, jolie, etc. Voilà, c'est tout. Mais au départ, c'était en effet le miroir noir et le miroir blanc. D'accord, ouais, non, mais c'est là où on voit quand même la volonté du personnage à pas vouloir blesser les gens et à permettre à tout à chacun que ce soit plus universel possible, donc éviter tout ce qui peut exclure à un moment donné ou mettre mal quelqu'un. C'est là où on voit quand même que José, c'était quelqu'un qui avait cet humanisme-là, qui était latent et qui était présent à longueur de temps et il faisait attention. Ça, je trouve ça beau. Donc, le travail... il est intéressant. On reprend cette notion-là entre un alpha. Je vous rappelle, et moi, c'est vraiment un point qui, en réétudiant, je trouvais particulièrement intéressant. Souvenez-vous, on prend quelque chose de physique, de physique qui se passe dans notre quotidien en physique pour l'amener au niveau de l'esprit. Et je trouve, moi, depuis quelques temps, depuis que j'ai recapté ça, j'ai trouvé cette notion de ramener ma problématique physique vers le monde spirituel, vers le monde des trans, vers le monde de l'alpha, qu'importe comment vous allez le nommer, je trouve que c'est déjà une première action pour sortir d'un déni. J'ai un vrai problème physique que je ramène dans mon monde de l'esprit où je vais tenter de corriger, mot très méthode Silva, la correction, je vais tenter de le corriger pour après le renvoyer dans le physique parce que je veux qu'il se passe quelque chose. Et je trouve que cette idée-là de se dire je vais en alpha,
je prends ma problématique du monde physique pour l'emmener dans le monde de l'esprit, dans le monde des idées, dans le monde de la création, dans le monde des concepts, etc. Et je vais le mettre sur mon écran mental, puis sur mon miroir de l'esprit, en l'occurrence. Ça a quelque chose d'intéressant parce que ça nous dissocie pas mal de notre problème, ne serait-ce qu'en faisant ça. Et ça nous permet de nous focaliser. Alors ça aussi, c'est un des points que j'aime beaucoup et que tu vois, je n'avais pas toujours percuté. Et pourtant, à chaque fois dans le cours, je me dis, ah, c'est bien, mais je ne l'avais pas assez gardé. C'est cette notion de précision que doit permettre le miroir. Le miroir, c'est comme si c'était un zoom, un moment où on va se focaliser sur un élément déterminant de notre problématique. Et c'est comme si dans l'écran mental, on avait une vision globale. Quoi. Moi, maintenant, c'est comme ça que je l'imagine. Et le miroir devient une espèce de loupe sur laquelle on va poser notre problématique et on va prendre son temps pour étudier, regarder, voir ce qui va pas. Tu peux un peu préciser là-dessus parce que moi, je trouve que c'est hyper important cette notion de se dire, c'est pas juste je le vois, je le regarde, c'est je l'étudie. J'étudie mon problème, j'étudie ce qui vraiment va pas, ce que ça me crée, qu'est-ce que ça. Et je le laisse dans ce miroir à encadrement bleu. Je me focalise quand même sur ce qui ne va pas. On n'est pas sur l'espèce de déni, genre vous avez le problème, puis vous allez l'effacer. C'est dans un premier temps, à l'inverse parfois même de la PNL, où très rapidement on va enlever, modifier les modalités. Là, on n'est pas aussi… ça ne va pas aussi vite, même si parfois on peut avoir l'impression. On peut vraiment se focaliser pour se dire ça ne va pas parce que j'ai l'impression que j'étudie. Et ça, je trouve cette notion très pertinente et qui est vraiment spécifique au miroir. Tout à fait. Justement, la plupart des gens adorent le miroir parce qu'on a créé cette image positive, mais ça, c'est une étape hyper importante parce que c'est sans doute la première fois que la personne a vraiment pensé à son problème quand il est dans un état quand même de détente et de concentration, au lieu de penser à son problème, oh là là, je souffre, c'est horrible, comment est-ce que je vais sortir, mais il est dissocié. Donc, il a l'image sur l'écran, il étudie quand est-ce que ça m'arrive, quand je suis dans quels sont les résultats, quelles sont les conditions, combien de fois par jour, et il voit tout ça, mais à distance, comme si sur l'écran, et c'est comme si… Donc, il n'est plus… Donc, toutes les émotions, oh là là, je souffre, etc., ils regardent pour étudier. Et je trouve ça, c'est hyper important. Et quelquefois, justement, les gens ont des éclaircies sur le problème à ce moment-là qu'ils n'ont pas eu auparavant. Moi, ça me semble hyper pertinent, tu vois. Alors, est-ce que c'est… Je ne sais plus si c'est parce que j'ai réécouté des audios en anglais ou je ne sais pas quoi. Mais tu vois, ça a vraiment été un truc où je me suis dit, tiens, peut-être que parfois on passe trop vite du miroir bleu au miroir blanc parce qu'on se dit bon bah là on veut ce qui est ok, ce qui est bien, etc. Mais je trouve que cette notion d'étude justement nous permet avec cette distance de prendre, de recadrer les choses, tu vois. Et là encore on reprend vraiment les sémantiques qu'on retrouve en psychothérapie, qu'on retrouve en PNL, qu'on retrouve de façon générale. Là on a un encadrement bleu, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder dans un cadre défini, assez zoomé, en tout cas avec certaines spécificités, et on va changer le cadre, on va changer la couleur du cadre, on va recadrer. L'ensemble du process, quand on y réfléchit en tant qu'hypnotiste ou PNListe, c'est hyper pertinent. Souvent, on dit on doit recadrer les choses. Mais là, en fait, je vais et c'est le cas de le dire concrètement, dans l'imagerie mentale, je recadre. C'était d'une couleur bleue, maintenant c'est d'une couleur blanche, avec une réponse qui est différente, avec ce qui est attendu, avec ce qui est voulu, avec une solution. Mais je trouve que c'est hyper pertinent sur plein de plans, que ce soit bien sûr l'imagination, mais d'un point de vue sémantique aussi. Pour nous, Français, je ne sais pas si en anglais, c'est… En anglais, on a reframe, mais on a rien qui est l'équivalent de encadrer. Et quand on m'a dit en français, ah, mais j'arrive pas à l'encadrer, ça m'a fait vraiment tilt parce que j'ai dit, mais c'est ça qu'on fait. Quand on met le problème dans le miroir bleu, on arrive à l'encadrer, littéralement. On est vraiment dans une notion de cadre. Et cette notion, sémantiquement, alors moi j'aime le mot, donc ça me parle d'autant plus, mais ça a un vrai sens d'un point de vue technique, d'un point de vue stratégique, de se dire, je donne un cadre, donc je limite aussi la problématique. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant.
Si on le mettait sur l'écran mental, sachant que l'écran mental, il peut se diffuser, être très grand, ça prend place. Mais là, on est dans une dynamique à se dire, je réduis dans un cadre ma problématique, donc elle est limitée, parce qu'elle est limitée au moins à la taille du cadre. Et ne serait-ce que ça, d'un point de vue hypno, d'un point de vue psycho, c'est se dire, je suis capable de me dire ce qui me prenait la tête, comme tu disais tout à l'heure, ou ce que je n'arrivais pas à gérer, il devient gérable parce qu'il est cadré. Et il est cadré, et ce moment-là, pour moi, il est déterminant, parce que déjà, réussir à ramener ta problématique dans un cadre, c'est incroyable. C'est se dire, ce qui me semblait inhumain, impossible, incroyable, là, je l'ai cadré dans quelque chose, à l'intérieur de moi. Mais dès lors, et si on reprend cette notion en interne, c'est à l'intérieur de moi, ce n'est plus quelque chose qui est partout, qui se diffuse et qui me fait du mal, c'est juste une partie de moi, un cadre de moi que je peux commencer à gérer. Et tu vois, je trouve que techniquement parlant, c'est absolument génial. C'est hyper bien pensé. C'est pas juste, on fait bleu, on fait blanc, il y a le problème, il y a la solution. C'est si on regarde d'un point de vue de la dynamique psychologique et de la dynamique qu'on met en place, je vais dans un état, je prends de la distance, je cadre mon problème. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus partout, il n'est que dans ce cadre. Je l'analyse, je prends en compte. Mais vu que je suis dissocié, j'ai moins mal. Donc déjà, je suis en train de m'apaiser par rapport à cette chose-là. Et je vais recadrer cette notion-là avec l'orientation qui me semble la plus juste. Le travail, ne serait-ce que de ça, est énorme pour quelqu'un qui est dans la souffrance, dans le mal-être ou dans le malaise. Même s'il a une échelle, il est à 10, même s'il descend à 8, c'est extraordinaire. Ça apaise réellement les gens. T'as vu, toi, des choses en cours spécifiquement où tu as vu vraiment des gens avec des problèmes qui disent « Waouh, ça m'a vraiment permis de comprendre ou de vraiment m'apaiser par rapport à tout ça ?» En cours, normalement, c'est les anciennes qui racontent ce qu'ils ont déjà fait avec. Il y a beaucoup plus d'importance sur le résultat. Mais en cours, ce qui m'impressionne pendant qu'ils font l'exercice, c'est effectivement quand je vois le changement du visage, parce que quand ils sont en train d'analyser le problème, c'est plutôt concentration ou neutre. Et quand ils se mettent dans le miroir blanc, beaucoup commencent à faire. On voit le visage qui s'ouvre, on voit les sourires, on voit tout devient beaucoup plus animé et on sait vraiment qu'ils sont dans la situation. Donc là, ils sont associés. D'accord? Et alors, donc, pour les personnes qui ne connaissent pas bien, j'ai tenté de vous l'expliquer sur la vidéo, mais au cas où, c'est donc la problématique, on l'analyse, on la travaille dans le miroir à encadrement bleu, puis après, on va changer le cadre, on va mettre encadrement blanc. Alors, il y a plusieurs choses, moi j'utilise personnellement. Quand on était gamin, on avait les tablettes magiques, là, où on dessinait dessus, puis après, on secouait, et après, ça s'effaçait. Et moi, je prends la même chose pour le miroir. C'est-à-dire que soit je le fais devenir en noir et blanc, puis de plus en plus granuleux, et donc il n'y a plus rien. Donc, je fais effacer pendant un laps de temps, c'est-à-dire que je me prépare à redessiner, à redonner quelque chose de possible. Soit j'imagine que je secoue, parce que moi, j'ai un côté un peu kinesthésique aussi. Et dès lors, j'efface la problématique, même si je l'ai bien en tête, mais je suis prêt à redessiner, à créer une solution, à corriger le problème. Et en fait, si on y pense, pour les gens qui font de la PNL, ça peut nous ramener à un principe de switch pattern. Pour les personnes qui se souviennent, il y a la problématique est là, je fais venir la réponse, et ainsi de suite. Je fais plusieurs fois. C'est le même principe. Bien sûr, ce n'est pas la même dynamique, ça ne va pas au même rythme, bien qu'on pourrait très bien le faire. Et on se focalise après sur la correction, la solution, on se pose dessus et pareil, on focalise dessus. Et la notion de focalisation sur ce qui est bon et donc pas sur ce qui n'est plus, parce que, comme tu viens de le dire tout à l'heure, c'est le même miroir, mais on a évolué, on a fait avancer, on a redessiné, on a corrigé. On est focalisé sur ce qu'on veut et pas sur ce qui a été ou ce qui nous faisait mal. Et vu qu'on a bien analysé ce qui nous dérangeait, automatiquement, ce qui est OK avec nous devient quelque chose, une suggestion, une autosuggestion, une image, une orientation, une direction vers laquelle on va pouvoir, à un moment donné, garder l'esprit, exploiter nos 3-1 pour pouvoir assez facilement y redescendre spontanément et être tout le temps sur cette image, c'est ça que je veux, c'est vers là que je vais, je sais que je peux y arriver de mieux en mieux, chaque jour j'avance de mieux en mieux vers mon résultat et je trouve qu'on voit là ici 2 éléments qui pour moi ont été repris. Alors bien sûr, on ne peut pas dire que Bandler ou Grinder
et forcément pratiquer la méthode Silva ou autre, mais qu'on retrouve d'une certaine façon en PNL. Tout à fait. Ouais. Et surtout l'idée qu'une fois qu'on a transformé et corrigé, on ne revient jamais plus dans le miroir bleu. Hein, parce que quelquefois, les gens disent « Ah, je veux répéter pour renforcer. » Donc là, on se met en alpha et on va directement vers le miroir blanc. On ne pense jamais plus au miroir bleu, hein, parce que ça, c'est quand même revenir au problème. Et l'idée, c'est que non, on n'a plus besoin de penser au problème, c'est derrière nous. On va concentrer sur le but. On est en route et on ne va pas regarder derrière nous. On va continuer vers notre destination. Donc, ce n'est plus un problème, c'est un projet en route. Et je trouve que ça change beaucoup de choses. C'est pour ça que je pense que le temps passé dans le bleu, dans un premier temps, doit être assez long. Se laisser, alors quand vous le faites chez vous après, hein, sur vos problématiques, quand on est en cours, on est en train d'apprendre le process. Mais quand on est chez nous, c'est se dire, OK, je me pose. Et là encore, on en a parlé la dernière fois. On peut très bien faire un mind map. On peut faire un mind map avec son problème. On peut le dessiner, on peut l'écrire, on peut le composer comme on veut, mais se poser dessus. Pour un moment ou un autre, se dire, OK, ça, c'est mon problème, je sais, je vois ce qui ne va pas, je vois ce que je peux corriger, je vois ce que je peux faire avancer, et après, je me focalise que sur cette notion-là. Il n'y a pas besoin d'y revenir, on le sait. C'est comme si on avait fait une régression à la cause, on ne va pas revenir 17 fois sur la même cause, même si on pourrait dire qu'il y a d'autres choses à aller étudier. Hein. On sait qu'il y a les ISE, il y a les SSE, etc. On ne va pas venir sur l'ensemble des notions des régressions, mais globalement, il y a celle qui est initiale, puis il y a les secondaires. Il y a les éléments secondaires. Parfois, on arrive sur le secondaire et parfois, c'est bien de refaire donc une régression pour arriver à l'initiale. Mais si on a l'initiale, on sait ce que c'est. On va pas revenir 10 000 fois sur « bon, on sait qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça ». Maintenant, c'est qu'est-ce que je veux faire. Maintenant que je sais, j'ai conscience, je vois comment ça m'a blessé. Qu'est-ce que je peux orienter, qu'est-ce que je peux faire. Donc, on s'aperçoit que dans un petit exercice qui paraît aussi simple que ça, qui a pris le temps d'une méditation, plus de 3 petits exercices, c'est fait rapidement. Alors qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a une structuration qui est beaucoup plus importante et qui apporte énormément à celui qui le pratique. Yes. Je ne sais pas si on commence autre chose. Lévitation de la main ou pas. On est presque à 1 heure. On va peut-être garder ça pour la prochaine fois. On s'arrête à lévitation de la main. Comme ça, on aura ça pour la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des choses dans ce qu'on vient de voir, il y a des choses que tu veux rajouter, des éléments qui te semblent importants de mettre en avant? Alors, c'est vrai que ce n'est pas tellement dans l'exercice en tant que texte, mais depuis la première fois que j'ai appris Silva aux États-Unis, on a toujours insisté sur le fait que ce n'est pas simplement une image, tu n'es plus dissocié, que tu es dans la scène toi-même et tu vois, tu entends, tu ressens les odeurs, tu sens les émotions et tout ça. Donc là, dans le miroir de l'esprit blanc, on est vraiment associé et on a dit aussi il faut que tu mets tellement dedans que tu ne penses plus du tout, ça va arriver dans le futur. C'est comme si tu l'as déjà fait. Et on se met un peu le présent dans le passé, si tu veux. On s'imagine comme si on a déjà accompli le but, c'est vraiment en train d'expérimenter tous les bénéfices, les avantages, etc. Voilà. Donc, ça motive aussi, hein, si jamais, par exemple, si c'est pour une mauvaise habitude, quand tous les jours, on sent les bénéfices, on est tellement motivé qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que je suis prête à faire ça pour y arriver? Là, ce que je trouve intéressant, il y a 2 éléments que je trouve intéressants, on finira là-dessus. Oui. C'est dans ce que tu viens de dire, en gros, pour les hypnos, je vous rappelle, là, on a quoi? On a le to pretend. Faites comme si. D'ailleurs, j'en profite. Lee a écrit un bouquin. C'était comment que tu l'as appelé? Fais comme si. Il s'appelle Faites comme si. Faites comme si. J'ai une nouvelle. Bon, je ne sais pas si je l'ai dit. Vas-y. Ça semble comme une mauvaise nouvelle. Le livre est épuisé et l'éditeur ne va plus l'imprimer. Ce qui veut dire que maintenant, moi, j'ai les droits d'auteur. Ouais. Ce qui veut dire que
j'ai terminé tout mon travail pour cette année, je vais me renseigner, tu vas peut-être pouvoir aider, justement à publier moi-même, ou en imprimé comme toi, ou en Kindle ou Amazon, mais voilà, donc ça serait encore disponible et c'est moi qui va m'en occuper. Voilà. Ouais, bah, donc ça sera disponible via Amazon, parce qu'on va faire ça sur Amazon, tu vas voir. Oui. Donc, elle avait écrit d'ailleurs un petit ouvrage sur Fait comme si. Et là, on est vraiment dessus. Hein. On est sur le tout pretend que Hellman aimait tellement expérimenter, en tout cas faire expérimenter à ses partenaires. Et là, on est dedans. C'est-à-dire que pour la solution, faites comme si. Et ce que j'ai aimé, je ne sais pas si vous regarderez la vidéo, vous pourrez remettre un peu en arrière de votre côté, vous avez vu que quand elle a commencé à dire ça, elle a commencé à bouger beaucoup. Et moi, je pense que c'est un vrai élément. On sait que Lee, c'est une femme de scène et de théâtre, mais donc elle a cette notion de vivre avec son corps énormément. Et je pense, et moi je l'insiste beaucoup même en séance d'hypnose ou en séance de PNL, n'hésitez pas à faire comme si vous étiez dans les scènes que vous avez besoin. En alpha, vous n'êtes pas tout mou. C'est pour ça que d'ailleurs, José faisait la différence avec l'hypnose. Vous êtes actif, proactif. N'hésitez pas à, justement, si c'est une habitude, vous dire, tiens, le paquet de clopes, on tend une clope et tu fais non. N'hésitez pas à faire un gros stop, à dire pas question, à faire un non de la tête, à vous lever, à respirer. N'hésitez pas à rentrer complètement dans la suggestion que vous êtes en train de vous donner. Enseignez à votre corps, enseignez à votre esprit la façon dont vous souhaitez, à partir de maintenant et de mieux en mieux, arriver chaque jour. Évoluer sur votre dynamique. Ce qui est sympa, ils ne sont pas en train de vendre dans la méthode Silva, tiens, demain, tout ira bien, c'est génial. Dans plein des ouvrages, ils disent, prenez et prévoyez à 30 jours. Tranquille, les gars. Tu prends ton changement d'habitude sur 30 jours. Et ça, on le reverra sur contrôle des habitudes. Mais cette dynamique, elle est intelligente. Pas de précipitation. Programmez-vous à 30 jours, dans 3 semaines, dans 4 semaines. Je vais réussir à ça. Donc, quand vous vous visualisez dans le cadre blanc, c'est non, je ne veux pas de cette clope-là. Non, c'est bon. Ah non, je sens bon, c'est cool, ça pue pas la clope partout, je suis tranquille. Vous pouvez même prendre votre portefeuille, j'ai plus d'argent dans les mains, je peux dépenser à autre chose, j'ai pas besoin de dépenser 10 euros pour chaque paquet de cigarettes, je peux aller boire un verre avec des copains, je peux m'acheter un truc que j'aime bien, etc., etc. N'hésitez pas à vraiment rentrer dedans, parce que comme ça, vous donnez déjà un stroke, un ensemble d'éléments positifs dans votre corps, et physiologiquement, vous êtes en train de créer du bien-être, de la libération. Donc, vous avez aussi, d'un point de vue, vous vous souvenez que le cerveau a du mal à faire la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc, vous êtes en train de sécréter aussi, d'un point de vue hormonal, l'ensemble des éléments, comme la dopamine, comme les hormones de satisfaction, comme tout plein de choses. Donc, n'hésitez pas à vivre votre cadre blanc. N'hésitez pas à le faire vivre et à vous prendre 3 à 5 minutes par jour à faire comme si tout était déjà OK. Et n'oubliez pas, on n'est pas en train de nier les choses. On est en train de se dire qu'au niveau de l'esprit, on l'a travaillé pour qu'au niveau physique maintenant, les choses adviennent. Donc c'est fait au niveau psychique, maintenant ça va se faire au niveau physique. Et cette dynamique, elle est importante d'en prendre en place. On n'est pas dans le déni. On est dans le truc de se dire, l'action, je l'ai déjà faite à l'intérieur de moi et je sais que c'est possible et je sais que ça se met en place. Oui. Donc voilà un élément. Chaque fois qu'on imagine, littéralement, on crée des nouveaux souvenirs dans notre cerveau. Notre cerveau se souvient comme si on l'a vraiment fait. Et ça, c'est évident avec tous les sportifs qui font tout, justement, leur répétition, souvent de façon totalement mentale. Mais le corps et le cerveau se rappellent de ces actions, se rappellent de cette énergie, se rappellent de cette réussite. Et ça commence à être presque un fait accompli. Exactement. Donc, là encore, ne nous croyez pas, mettez en place. Testez, voyez par vous-même. Mais mettez en place et vous allez vous rendre compte et n'hésitez pas à faire vos feedbacks, à nous dire ah ben non, moi je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné. On pourra se poser la question qu'est-ce qui n'a pas été fait correctement ou qu'est-ce qui n'est pas OK. On n'est pas en train de dire que tout est absolument parfait. On sait qu'il y a des bons feedbacks. Et ceux qui ont des bons feedbacks, pareil, n'hésitez pas à le partager pour que d'autres se disent ah ouais, bah, s'il y arrivait, pourquoi moi j'y arriverais pas. N'oubliez pas un des points que je disais à Ali la dernière fois que je trouve assez génial, c'est que la méthode Silva, elle a été diffusée depuis 1966. Qu'il y a eu des millions de personnes qui ont été formées et tout le monde a été formé avec
le même manuel, c'est-à-dire traduit simplement, mais c'est la même chose. Donc, pour l'hypnose, pour les hypnotistes, on a quand même une base de données qui est incroyable parce qu'il y a des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui ont fait des retours positifs sur des éléments qu'ils ont utilisés dans la méthode. Et ça, c'est plutôt chouette parce qu'on sait qu'on galère à avoir des bases de données et des études factuelles sur plein d'éléments. Là, on se dit, mais c'est le même programme partout dans le monde. Et donc, avec des cultures différentes, des manières de fonctionner différentes, mais avec cette façon de faire, il y a énormément de retours qui sont hyper positifs. Et ça, c'est plutôt un bon point d'étude. En tout cas, on peut se poser et se dire, bon, bah là, c'est une méthode, si on le fait comme ça, pour l'instant, on a vu qu'il y a, je sais pas, 60%, 70% de réussite pour les gens qui l'ont vraiment fait, qui l'ont fait régulièrement. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Surtout pour nous qui cherchons des preuves. Des preuves, là, on en a sur des millions de personnes. Et c'est plutôt bien. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure, Lee? Non, je vais juste ajouter, oui, c'est important quand même de pratiquer. Ouais, parce qu'on peut connaître toutes les techniques, mais ça ne sert à rien à moins qu'on les mette vraiment en action. Et c'est ça qui fait la vraie différence entre ces gens qui disent la méthode a transformé ma vie et les gens qui disent ah, mais les résultats n'ont pas duré très longtemps. C'est parce qu'ils n'ont pas appliqué régulièrement. C'est vraiment, entre guillemets, un style de vie. À partir du moment. Moi, je suis très style de vie hypnose. C'est pour ça que j'aime beaucoup la méthode Silva. Ça répond à beaucoup de trucs. Moi, c'est toujours me dire bon, la première chose que je vais faire, c'est travailler avec mes trans. Peut-être que je vais trouver une solution d'abord comme ça. Après, s'il n'y a pas, je vais faire autre chose. Mais dans un premier temps, je vais d'abord travailler dans cette notion-là. Et là, c'est la même chose. C'est vous plongez dans une technique, une méthode, elle vous plaît, pratiquez-la. Mais pratiquez-la même quand vous n'avez pas un besoin immédiat. Le problème parfois qu'on a avec les Silva, et d'ailleurs c'est très bien expliqué, souvent ceux qui ont vraiment, n'oubliez pas, hein, le besoin, l'envie, plus la croyance, souvent il y a des méga résultats. Mais souvent, c'est les nouveaux parce que eux, ils sont en hyper attente, ils sont vraiment dans l'envie plus que dans l'attente d'ailleurs. Là, ils sont même plus dans l'attente, ils veulent que ça arrive. Et ils ont souvent des beaux résultats. Mais une fois que c'est arrivé, qu'ils ont moins d'envie sur des choses et que dès lors, ils sont moins motivés, ils n'ont pas les mêmes résultats. Et ce qui est normal, entre un truc qui était hyper important à avoir et un truc qui, c'est cool, mais pas plus, on ne va pas réussir à se focaliser de la même manière. Donc, même quand vous n'avez pas besoin de le faire, quand vous n'avez pas une demande spécifique, quand vous n'avez pas des choses spéciales à corriger, ça ne vous empêche pas de faire 3 fois par jour vos 5, 10, 15 minutes de méditation active, de retravailler vos petites choses, de préparer vos journées avec une méditation du matin, de finir votre journée avec une méditation du soir. Et vous n'avez pas de demande spécifique, mais c'est juste continuez à vous habituer à visualiser, imaginer, créer, etc. etc. Et quand vous en aurez besoin, et ça on le reverra avec le gant anesthésique, mais le gant anesthésique, il est à bosser très régulièrement pour que le moment où vous avez mal, il serve à quelque chose. Si vous l'avez fait une fois et que vous ne le faites plus pendant 6 mois, et que le jour où vous avez mal, vous allez dire ça ne marche pas. Oui, parce qu'il faut quand même que vous habituez votre corps à s'analgésier, anesthésier régulièrement. Et ça, dans la méthode, toutes les 3 semaines, il est conseillé de recommencer le gant anesthésique pour dire je dois m'en souvenir, mon corps doit s'en souvenir, mon subconscient doit s'en souvenir. Donc, pratique. On revient toujours sur les mêmes mots, mais ça, c'est vraiment important. Donc, voilà pour aujourd'hui. Pensez bien, si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one et à la prochaine.